Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous recevons aujourd'hui Alastair Crooke, ancien diplomate britannique et de l'Union européenne, qui publie également d'excellents articles sur sa page Substack, Conflict Forum. Je veillerai à laisser un lien dans la description. Merci d'être avec nous. Il semble que la réflexion stratégique initiale de l'administration Trump ait été qu'il était nécessaire d'améliorer les relations avec la Russie afin d'éviter qu'elle ne se rapproche trop de la Chine. En somme, apaiser les Russes pour qu'ils puissent plutôt se concentrer sur la riposte à la guerre économique avec la Chine. Ce plan semble s'être en partie déraillé, car Trump sape les relations bilatérales avec la Russie par le biais de sanctions et de diverses menaces militaires. Pendant ce temps, la Chine semble remporter certaines batailles de cette guerre technologique et financière. Je pensais que la Russie pourrait être un bon point de départ. Cependant, comme nous le voyons, Trump a intensifié la pression avec ses sanctions qui semblent aller à l'encontre de l'objectif principal. Je pensais qu'il s'agissait de rendre les relations bilatérales indépendantes de la guerre en Ukraine. Au lieu de cela, elles semblent en être devenues les otages. Quelle importance accordez-vous réellement à ces sanctions? Eh bien, revenons un peu en arrière. Vous avez dit qu'il voulait entretenir une sorte de relation avec la Russie. La question est, quelle était l'intention? Je veux dire, voulait-il vraiment des relations normalisées avec la Russie? Était-ce même vaguement possible à faire accepter à ces grands donateurs, qui semblaient en grande partie le contrôler dans le domaine de la politique étrangère, du moins? Ces grands donateurs sont vraiment farouchement opposés à une normalisation avec la Russie, pour deux raisons, je pense. La première, c'est qu'ils veulent que les États-Unis restent militairement forts, pas nécessairement présents partout, mais qu'ils aient, si vous voulez, la latitude d'agir ouvertement, comme ils le souhaitent, quand ils le souhaitent, sans trop se soucier de la souveraineté, des normes ou de la juridiction. Nous avons vu cela assez clairement au Venezuela. Donc je pense qu'il y avait l'idée que ce serait possible, parce que nous avons aussi vu cela de la part de Wallstein dès le début. Oh, vous savez, je suis en Russie et je connais la Russie. Je connais la Russie et la Russie mourrait d'envie de faire des affaires avec nous. Maintenant, je ne sais pas s'il y croit ou non. Ça n'a pas vraiment d'importance. Mais je pense que tout l'objectif de cette démarche était de détacher la Russie non seulement de son alliance avec la Chine, mais aussi d'affaiblir les BRICS. Je veux dire, il est très clair qu'en réalité, saper les BRICS en tant que plateforme, une plateforme centrale de Washington à ce moment-là, il l'a rendu parfaitement évident. C'est de perturber et d'affaiblir les BRICS. Donc retirer la Russie, qui en est en quelque sorte le pivot central, serait extrêmement important. Cela peut être perçu comme faisant partie de l'isolement de la Chine, car bien sûr, il s'agit aussi de la Belt and Road dans laquelle la Chine a beaucoup investi, mais aussi contracté beaucoup de dettes, sa dette de marché. Comme l'Europe et l'Amérique ne sont plus les principaux marchés de la Chine, celle-ci se tourne vers l'Asie centrale et l'initiative Belt and Road pour compenser cela. Et c'est probablement, je veux dire, l'option la plus attrayante. Si on vous avait demandé, il y a quelques années, où feriez-vous des affaires? Tout le monde aurait répondu automatiquement, aux États-Unis, bien sûr. Parce que, vous savez, c'est un pays doté de technologies, innovant et tourné vers la croissance. Je ne pense pas qu'il dirait cela aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il le dirait du tout. En fait, les États-Unis ne sont pas nécessairement perçus comme le meilleur endroit pour faire des affaires. C'est devenu trop incertain, trop difficile de prévoir ce qui va se passer. Et en général, je pense que les gens disent que si l'on veut faire des affaires, l'endroit où aller, c'est l'Asie centrale, qui connaît une croissance fulgurante
surtout avec les infrastructures que la Chine met en place. Et cela aide, car la Chine ne met pas seulement du capital, des lignes de train et des routes, elle installe aussi son autoroute numérique. Ces transactions se déroulent en dehors de la sphère du dollar et retournent en Chine par leur structure de pont. Ce n'est plus appelé N-Bridge. On parle maintenant de la structure de pont, qui est un échange numérique direct de banque centrale à banque centrale. Et plusieurs entreprises y participent déjà. Je dirais donc que le commerce en Asie centrale devient de plus en plus important. On peut voir qu'il y a eu un grand changement. La Chine a commencé à émettre des obligations panda, c'est-à-dire des obligations libellées en yuan, pour des entreprises, pas seulement russes. La Russie émet des obligations panda, sur les marchés chinois pour financer ses industries pétrolières et gazières. Mais même des pays européens comme la Hongrie ont levé des fonds sur le marché chinois. Bien sûr, c'est pas aussi vaste que le marché obligataire américain, qui je crois s'élève à une trentaine de milliards. Mais c'est 20 milliards, donc ce n'est pas si insignifiant. Les gens continuent de dire que le marché est tout petit. Eh bien oui, il l'était, mais il croît assez rapidement maintenant. Donc vous savez, il y a, si l'on veut, un intérêt à le faire. Je pense donc qu'au final, il faut vraiment se demander si c'était réellement l'intention de Trump de faire cela, ou si c'était simplement une tentative de les attirer vers un cessez-le-feu, dans un piège qui permettrait ensuite à l'OTAN, à l'Amérique et à Trump de déclarer au moins une victoire temporaire, même si l'Ukraine s'effondrait militairement pendant cette période. Je veux dire, s'ils avaient obtenu un conflit gelé. Je ne pense pas que ce soit possible maintenant. Mais s'ils obtenaient un conflit gelé, l'Amérique pourrait dire, eh bien, regardez, oh le récit. Je veux dire, cette guerre ronge le système économique de la Russie. Elle l'appauvrit en permanence. Les problèmes de main-d'œuvre, il y a toutes sortes de problèmes. Et donc, vous savez, oui, c'est pas une victoire immédiate, mais ce sera une victoire dans 2 ou 3 ans, lorsque les pressions économiques auront atteint leur maximum. Et qui sait, elles seront peut-être même suffisantes pour évincer Poutine et nous permettre ensuite de plonger nos mains dans la base pétrolière et en ressources de la Russie, comme nous l'avons fait dans les années 1990. Donc, vous voyez ce discours précoce que vous avez entendu de la part de personnes comme Marco Rubio, selon lequel les États-Unis reconnaissaient que le monde devenait plus multipolaire. Considérez-vous cela plutôt comme une tromperie, une tentative de restaurer la primauté mondiale? Eh bien, comment pensez-vous que les États-Unis vont poursuivre leur approche vis-à-vis de la Russie à partir de maintenant? Car comme on le voit sur les lignes de front, la situation se dégrade fortement pour l'Ukraine. Donc si la tactique consistait à attirer les Russes vers une paix défavorable ou à transférer toute la responsabilité aux Européens, beaucoup de ces options semblent disparaître maintenant que tout s'effondre. Précisément. C'est tout à fait exact. Mais pour la première partie de votre question à propos de Rubio, était-ce multipolaire ou juste un gadget? Je pense qu'à ce stade, quand ils ont dit cela, c'était vraiment juste après l'investiture. Quand il l'a dit, je crois que c'était pendant son audition de confirmation. Il y avait alors le sentiment d'un jeu mondial beaucoup plus vaste que Trump préparait. Il ne s'agissait pas seulement de changer le Moyen-Orient ou l'hémisphère occidental, c'était un jeu plus large. Et je pense qu'ils sont maintenant un peu plus dispersés et légèrement appauvris à la suite de cette expérience, parce que, comme vous le savez, vous suivez cela depuis longtemps. Je veux dire, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient avec la Russie. Ils voulaient le conflit gelé, la structure qui leur permettrait de prétendre que c'était une victoire.
Et ensuite, les Européens avanceraient derrière la Russie le long du Dniepr et commenceraient à réarmer l'Ukraine pour une deuxième manche dans quelques années. Eh bien, cela n'arrivera pas parce qu'on a dit non à Trump. Il était tout à fait clair qu'il commençait à s'engager sur cette voie. Il avait en réalité changé de cap avant le prétendu sommet de Budapest. Il parlait d'un cessez-le-feu le long de la ligne de contact gelée. Même si Poutine avait dit à Whitcourt, je suis sûr qu'il le lui avait dit, car c'était la position que Poutine avait adoptée en juin, qu'il essayait de marquer des points au ministère des Affaires étrangères. Il a exposé exactement ce qui était en jeu. Ils s'en soucient profondément. Ils ne l'accepteront pas. Et les Russes ne l'accepteront pas non plus, pour une très bonne raison, parce qu'ils ont déjà emprunté cette voie. Ils ont été trompés par l'Occident pendant des années. Ils ne veulent pas d'un autre Minsk. Ce n'est pas ils, c'est le peuple russe. Quand j'étais à Saint-Pétersbourg il n'y a pas si longtemps, j'ai constaté que l'état d'esprit avait vraiment changé. Vous savez, Saint-Pétersbourg est la capitale libérale de la Russie, et je pense que plus ou moins tout le monde reconnaît que la Russie a versé son sang pour en arriver là où elle en est aujourd'hui. Il y a des soldats, il y a le sang des fils, et ils ne vont pas accepter un nouveau type de compromis, un compromis faible, qui signifierait qu'une partie de ce sang a été versée en vain, parce qu'il faudrait le verser à nouveau dans 2 ou 3 ans. Et de plus, il faudrait en verser encore davantage après que les Européens auront remilitarisé l'Ukraine et renforcé leur soutien national à l'Ukraine dans la foulée. Et ils ne sont pas prêts à voir ce sang gaspillé de cette manière. Donc la plupart des Russes l'acceptent. Bien sûr, il y a des débats sur la bonne tactique à adopter sur le terrain, sur la meilleure voie à suivre. Je veux dire, Poutine doit-il aller jusqu'au bout et anéantir le système énergétique? Doit-il simplement les repousser sur le terrain? Vous savez, peu importe. Mais nous ne sommes pas vraiment en position de juger cela. Je veux dire, c'est compliqué. Il faut être sur le terrain pour vraiment pouvoir évaluer quelle est la meilleure voie à suivre. Donc oui, il y a des discussions légitimes sur la bonne manière de mettre fin à la guerre, plus rapidement, plus lentement, plus largement, plus étroitement, toutes ces choses-là. C'est normal. Rien de surprenant à cela. Mais c'est là où nous en sommes. Nous attendons maintenant que cette guerre se termine. Nous verrons bien. Maintenant, la question que, je pense, vous n'avez pas posée, mais qui est pertinente ici, est la suivante. Quelles vont être les conséquences de ces 3 élections et de la 4e, qui était, si l'on veut, un référendum sur le redécoupage électoral en Californie, qui ont eu lieu? C'est en quelque sorte le coup d'envoi des élections de mi-mandat qui vient d'être donné. Qu'est-ce que cela pourrait signifier pour la période à venir? Je pense que, tout d'abord, pour comprendre cela, et je ne vais pas me plonger dans la politique américaine, la meilleure façon de le voir est probablement d'examiner ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Il y avait un gouvernement conservateur très impopulaire au Royaume-Uni, et les gens le détestaient profondément. Et donc, lors des dernières élections générales, ils ont voulu lui donner une claque. Et ils l'ont fait. Ils l'ont frappé fort. Mais le seul problème, c'était que faire? Pour qui voter? Ils n'aimaient pas vraiment les autres partis non plus, mais ils devaient voter pour quelqu'un afin d'infliger cette claque aux conservateurs. Alors ils l'ont fait, et maintenant ils se retrouvent avec un autre gouvernement impopulaire comme conséquence de cela. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une sorte de double désillusion. Désillusion envers un parti, désillusion envers l'autre. Et je pense qu'une partie de cela, c'est ce que vous avez vu en Amérique. Comment Trump va-t-il réagir à cela? Eh bien, d'après ce que nous savons, il n'est pas du genre à reculer.
Ce n'est pas dans son style. Il est plus probable qu'il s'entête. Et je pense donc que nous pouvons nous attendre à une escalade pendant cette période. Sa situation économique est assez incertaine, instable. Je veux dire, il y a le débat à la Cour suprême sur la constitutionnalité de ces tarifs douaniers. Il y a la bulle de l'IA qui se dissipe peut-être lentement ou qui se dégonfle. Et il y a le problème structurel qui est vraiment aigu. Tout cela était résumé dans un graphique que j'ai vu récemment. D'un côté, on a ces valorisations du S&P qui montent presque à la verticale, et de l'autre, les offres d'emploi qui vont dans la direction opposée. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour Trump, ni pour le mouvement MAGA. Je veux dire, c'est très sérieux. Et le croisement semble s'être produit à peu près au moment du lancement de l'IA, GPT-2. Est-ce que les grandes entreprises américaines d'intelligence artificielle pensent que l'IA va entraîner d'énormes pertes d'emplois? C'est ce qu'elles semblent suggérer. Je veux dire, elles affirment très clairement que ce niveau d'investissement, des milliards et des milliards, ou ces grandes structures, ne peut générer des revenus et des profits qu'à travers des suppressions d'emplois, des remplacements de postes, par erreur. Pourtant, d'un autre côté, de nombreuses études publiées comme celle du MIT indiquent que l'IA ne fonctionne pas et que la plupart des gens, la plupart des entreprises n'en ont constaté aucun effet. Nous restons donc avec cette question. Je veux dire, comment les 7 grands, ou peu importe, les 4 qui investissent un demi-billet dans les centres de données, ont-ils exagéré les attentes et se sont-ils trompés en pensant qu'il y aurait une réduction massive des emplois et qu'ils ne font qu'anticiper cela? Ou bien à l'inverse, l'IA dans son ensemble ne sera-t-elle pas à la hauteur des attentes et n'aura-t-elle qu'un effet limité, auquel cas il pourrait y avoir un crash du marché de l'IA? Donc, tout cela reste assez incertain pour Trump en ce moment. Vous savez, la recette a toujours été, quand on navigue dans des eaux économiques intérieures incertaines, de faire une guerre, Venezuela, Iran, qui sait, je veux dire dans quelle direction cela irait, probablement le Venezuela, à en juger par l'avenir proche. Je voulais simplement poursuivre un peu sur la guerre technologique. Vous avez mentionné qu'il s'agit probablement d'une bulle susceptible de commencer à s'effondrer. Il me semble pourtant que la Chine pourrait avoir davantage d'avantages pour trouver des applications pratiques à ces technologies d'IA, étant donné qu'elle dispose de vastes industries et d'importantes possibilités de mise à l'échelle. Donc, de plus nombreux domaines où l'IA peut réellement être utilisée. Mais j'ai déjà entendu cet argument selon lequel l'IA américaine, du moins, pourrait être dans une bulle. Comment évaluez-vous cela? Pourquoi voyez-vous une bulle dans l'IA? Oui. Eh bien, tout d'abord, je crois que c'était juste hier qu'il y a eu un séminaire ou quelque chose du genre à Londres. Et le PDG de NVIDIA a déclaré qu'il était assez sûr que la Chine allait remporter la course à l'IA. Je veux dire, ça vient du PDG de NVIDIA. Et Sam Altman d'OpenAI a dit au Wall Street Journal qu'il pensait que le gouvernement américain devait garantir leurs prêts, offrir certaines assurances. L'investissement colossal qui a été consacré, pour l'instant les revenus semblent dérisoires, 3% ou moins. Les gens ne s'y mettent pas. Et, comme je l'ai dit, l'étude du MIT a montré que 91% des entreprises n'ont obtenu aucun bon résultat. Sinon, elles ne vont pas dépenser beaucoup d'argent. Et en effet, ils l'ont démontré, il s'agit de tests réels, non hypothétiques, que les entreprises ont constaté qu'il était moins coûteux et plus efficace de faire exécuter la tâche par des humains, car il y avait trop d'erreurs. L'IA a des hallucinations, quelle belle façon de le dire. Elle peut fournir de mauvaises données, plagier et utiliser des données qu'elle ne devrait pas. Toutes ces choses posent des problèmes.
Mais le montant des investissements dans ces centres de données a probablement été exagéré. Il est énorme. Et la question est, d'où vient le revenu? Et que se passera-t-il si Huawei met au point une puce plus petite, moins chère et plus performante, comme je le pense, très probable? En réalité, je pense, je n'ai aucune preuve. Mais d'après ce que j'ai vu, lorsque la Chine affirme qu'elle se passe très bien des puces Nvidia, qu'elle n'en veut pas, c'est probablement parce que Huawei avance très rapidement dans une autre direction. J'ai vu des photos et des rapports montrant une expansion massive des laboratoires techniques de Huawei et de grands projets en cours. Il se passe manifestement quelque chose d'important là-bas. Donc tout cela pourrait exploser. Car tu te souviens qu'avec DTC, l'IA, cela a en quelque sorte tout bouleversé, puisqu'il le faisait en open source. Il n'était même pas nécessaire de payer pour l'utiliser. Tu pouvais t'en servir sans verser de redevance. Mais toute l'idée de l'Amérique a été de monopoliser les données et de monopoliser tout le processus. Mais il n'est pas certain que ça soit satisfaisant, en partie parce que les données sont essentiellement occidentales. Je veux dire, la plupart des données qu'ils ont utilisées sont occidentales. Et vous savez, pour le reste du monde, ils disent, eh bien, nous ne voulons pas d'une IA orientaliste qu'on nous impose. Nous aimerions quelque chose de plus large et de plus diversifié. Donc vous savez, je ne suis pas sûr, c'est une question ouverte. Est-ce que cela va fonctionner? Et qui en bénéficiera réellement? Et ce que vous avez dit est tout à fait juste. La Chine est prête à l'utiliser de manière pratique, économique et efficace, alors que l'Occident ne l'est pas. Je veux revenir sur la Russie, car je pense que lorsque Trump est arrivé au pouvoir, beaucoup de Russes semblaient prudemment optimistes. Du moins qu'après 30 ans d'échecs à s'accorder sur une architecture de sécurité commune pour l'Europe, ils avaient enfin un président américain qui parlait un peu plus chaleureusement de la Russie. De plus, au-delà de cela, il y avait peut-être même un sentiment de pouvoir surmonter le siècle passé de mauvaises relations avec les États-Unis. Encore une fois, c'était peut-être trop optimiste. Mais malgré tout, il semblait y avoir un certain espoir autour de la présidence Trump. À présent que la diplomatie ne progresse plus vraiment, vous avez vous-même mentionné que Trump est soudainement revenu en demandant un cessez-le-feu. Je veux dire, tout l'acquis d'Alaska était qu'ils avaient retiré le cessez-le-feu de la table. Mais maintenant, il revient à parler de cessez-le-feu, à proférer des menaces. Enfin, pas seulement des menaces. Il impose réellement des sanctions. Parce qu'on ne lui a pas permis. Je veux dire, c'était assez clair. La façon dont tout a été soudainement annulé. Quelqu'un lui a dit, Rubio ou quel que soit le messager, je suis désolé, mais ceux qui sont au-dessus de Trump dans cette hiérarchie du pouvoir ont dit que tu n'étais pas autorisé à démanteler l'architecture profonde des États-Unis, l'architecture en place depuis des décennies. Et une partie de cette architecture est liée à Israël. Et une autre concerne l'affaiblissement de la Russie et à terme la satisfaction des besoins de l'Europe et de l'Occident d'avoir la propriété ou l'accès aux ressources russes. Voilà ce qu'est l'architecture profonde. Donc en un sens, Trump se heurtait à cela. On lui a dit non. Et vous savez, Rubio, je pense, a été assez clair à ce sujet. C'est une position. Et je pense que la Russie a toujours été prudente, sans se laisser emporter par l'enthousiasme. Ils ont écouté attentivement ce que Trump disait, et Rubio aussi, à propos, vous savez, d'un nouvel ordre multipolaire, et ils se sont dit, nous aimerions en savoir plus à ce sujet. Puis il y a eu les discussions, et Ryabkov est venu puis reparti. Mais vous savez, ce qui s'est passé, ce qui était clair, et cela souligne ce que je dis, c'est que cela n'a jamais vraiment été envisageable. Comme l'a dit Ryabkov, il n'y a eu aucun progrès sur les éléments fondamentaux,
les premiers principes de la construction d'une relation. Rien n'a été fait concernant le retour de leurs consulats et locaux diplomatiques. Rien n'a avancé non plus sur l'échange de vols. Rien de tel. Les toutes premières mesures qu'un gouvernement réellement désireux d'une nouvelle relation aurait dû prendre n'ont pas été prises. Rien. Et c'est ce qui a été rapporté à Poutine. Regardez, il n'y a aucun signe que quoi que ce soit en train de se passer. Et vous savez, on y met beaucoup d'espoir. Je me souviens lorsque je m'occupais des accords d'Oslo et que j'étais en Israël à l'époque, j'ai cherché des signes montrant qu'Israël se préparait à une solution à 2 États, et il n'y en avait pas. C'était même le contraire. L'eau, l'électricité, tout était construit autour d'une issue à un seul État, pas 2. Donc on prête attention à ces petits signes. Et je pense que c'est pour cela que l'objectif de la rencontre d'Anchorage, du point de vue des Russes, était vraiment de tester et de découvrir, Trump a-t-il une marge de manœuvre? A-t-il un mandat de ses alliés, une sorte de carte de donneur pour faire cela ou non? Et les réponses ont été claires, cela a encore été confirmé par la récente visite de Dmitri, qui est venu aux États-Unis la semaine dernière, a fait son rapport et a dit non, il n'a aucune marge de manœuvre, il n'a pas la capacité d'agir. Et donc maintenant, les Russes ont effectivement mis fin à tout ce processus. Cela ne veut pas dire que c'est irréversible, mais ils l'ont suspendu. Plus personne ne poursuit cette voie. Ils se concentrent uniquement sur l'action militaire en Ukraine et se préparent à l'escalade attendue, car ils pensent qu'il y en aura une. Et la question est, quel type d'escalade? Si cela s'enfonce profondément en Russie, alors cela aura des conséquences. Et il y aura une réponse, je le crois. Oui, les gens disent « Oh, oui, mais ils n'ont pas réagi quand des lignes rouges ont été franchies. » Je pense que cela, et je peux me tromper, mais d'après tout ce que j'entends, tirer des missiles Tomahawk sur Saint-Pétersbourg ou Moscou n'est tout simplement pas acceptable, et ils réagiront d'une manière ou d'une autre. Cela ne veut pas dire que nous serons en guerre nucléaire, car ils disposent d'une arme conventionnelle russe qui a le même type d'impact qu'une arme nucléaire. Mais oui, je pense que c'est pour cela que tout le monde s'y prépare. Je ne pense pas que les sanctions, certaines personnes disent qu'elles ne signifient rien, mais je ne crois pas que ce soit vrai. Je pense qu'elles sont une source d'agacement, mais je ne crois pas qu'elles constituent un problème crucial. La Russie s'y est préparée, s'y attendait, et a pris diverses précautions à cet égard. Donc je ne pense pas que ce soit un facteur décisif, ces sanctions, et je ne pense pas qu'elles seront respectées par la Chine, l'Inde ou d'autres États, car vous savez, il y a désormais de l'animosité entre les BRICS et l'Occident, si l'on veut. Et je ne pense pas qu'ils les accepteront. La Chine, certainement pas. Donc je ne pense pas que les sanctions changeront quoi que ce soit. Je ne vois pas beaucoup de marge pour une escalade. Je sais que l'établissement européen est impatient de provoquer une forme d'escalade avec la Russie. Mais que pourrait-il faire? Je veux dire, je pense que le mieux qu'ils puissent faire, c'est d'essayer de provoquer quelque chose dans la mer Baltique ou quelque chose de ce genre. Oui, vous savez, parce qu'il y a un passage très étroit. Les navires doivent naviguer au large de l'Estonie, avec ses rochers au milieu, pour tenter de provoquer une certaine escalade afin de faire intervenir les Américains, et ainsi pouvoir dire, vous voyez, on vous l'avait bien dit, la Russie est une menace pour l'Europe. Bien sûr, ce n'est pas vrai, mais vous savez, c'est de la bonne politique. Si vous avez une défaite en Ukraine et que vous devez maintenir l'Union européenne unie, quel autre drapeau pouvez-vous brandir, sinon dire, eh bien, tout est de la faute de la Russie. La Russie, la Russie, la Russie. C'est plutôt grossier, et ça ne fonctionne pas vraiment.
Mais, tu sais, je pense qu'ils ont simplement le sentiment qu'il n'y a pas d'autre choix que d'essayer de provoquer, de pousser encore Trump à faire quelque chose. Je pense, quand je dis ça, je crois qu'on lui a dit de ne pas le faire, mais je pense aussi qu'il agit par instinct, qu'il ne veut pas déclencher une vraie guerre avec la Russie, parce que ce ne serait pas du tout bon pour sa méga-base. Il n'aimerait pas ça du tout. Et au-delà de la base républicaine, les jeunes Américains ordinaires dans leur ensemble, ils ne veulent pas voir plus de guerre. Donc je pense qu'il a au moins cette sorte d'intuition. Tu sais, ne pas aller trop loin dans l'escalade. Je veux dire, tu sais, Jeff, fais ce que tu dois faire, mais n'escalade pas trop. Peut-être que je me trompe. Il a parlé d'essais nucléaires, mais personne ne sait ce que ça signifie. Je veux dire, les Russes ont essayé de poser la question à leur propre population. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, que voulez-vous dire par essai et essai nucléaire? Et moi, vous savez, je ne suis pas sûr que ça veuille dire quoi que ce soit. C'est un peu comme dire, eh bien, nous allons faire naviguer ces sous-marins au large de vos côtes. Qu'est-ce que ça voulait dire? Rien. Ils avaient probablement déjà 2 sous-marins, vous savez, aux abords, des sous-marins posés au fond de la mer, au large de la Russie. Bien sûr qu'ils en ont. Mais enfin, et alors? Vous savez, est-ce que cela va vous donner l'avantage dont Elon ne cesse de parler? Nous devons exercer une pression sur la Russie. Elle s'effondrera sous la pression. Eh bien, ce n'est pas arrivé et je n'en vois aucun signe pour le moment. En réalité, l'effondrement semble plutôt venir du côté ukrainien. Eh bien, c'est pour cela que je pense que nous entrons dans une période dangereuse, car à mesure que la situation en Ukraine, enfin, l'effondrement semble s'intensifier, 2 choses se produisent. D'une part, l'OTAN, en particulier les Européens, comme vous l'avez suggéré, paraît de plus en plus déterminé à inverser cet effondrement et à redresser la situation. Mais cela se traduit par des propositions assez inquiétantes. Par exemple, l'ancien secrétaire général de l'OTAN a suggéré, je crois que c'était hier seulement, que l'OTAN commence à intercepter les missiles et les avions russes dans l'espace aérien ukrainien et qu'elle envisage d'envoyer davantage d'armes à longue portée, donc différentes formes d'escalade. Pendant ce temps, du côté russe, il me semble que la patience de Poutine est arrivée à son terme. Ils comprennent qu'ils doivent rétablir leur dissuasion. Et en effet, beaucoup de leurs récentes démonstrations semblent le confirmer. Donc oui, cela me paraît être une situation très dangereuse. Pardon? Je pense que vous avez tout à fait raison dans votre lecture de la situation. La seule chose que j'ajouterais, c'est que, vous savez, lorsque j'ai mentionné les pays baltes comme le centre de tout cela, c'est vraiment parce qu'ils n'ont pas la capacité de mener une grande opération, de provoquer la Russie d'une manière qui entraînerait immédiatement l'Amérique. Nous, en Europe, nous n'avons tout simplement pas les forces pour cela. Nous n'avons pas l'argent et nous n'avons pas, si vous voulez, l'arsenal nécessaire pour autre chose qu'une escarmouche avec la Russie. Donc ce que je pense qu'ils espèrent faire, c'est plus ou moins provoquer une sorte d'escarmouche, soit dans les airs, soit, je ne sais pas, quelque part le long de cette frontière, ou plutôt autour d'Odessa, qui semble être l'endroit dont Macron est obsédé. Quelque chose comme ça, pour essayer. Je pense que parce que l'Europe est tellement désespérée dans sa situation économique, sa situation politique, elle ressent vraiment le besoin, comme je le dis, d'agiter le drapeau de la russophobie. Parce que sans l'Ukraine, c'était l'élément unificateur, la colle qui maintenait l'Union européenne ensemble. Si la question ukrainienne cesse d'en être une, vous verrez ce pays, l'Italie, la France et les pays méditerranéens changer, je pense assez fortement dans leur volonté d'entretenir une relation avec la Russie. Beaucoup d'entre eux, peut-être pas tous, en partie parce qu'ils en ont besoin.
Je veux dire, sur le plan économique, ils ont besoin de ressources et d'une énergie moins chère. Donc je pense que nous serons, et l'Allemagne, comme vous le savez, est en quelque sorte en train de changer de cap, très clairement, avec un secteur important qui réclame une relation avec la Russie et exige de négocier un approvisionnement direct en gaz par gazoduc vers l'Allemagne, afin de restaurer son modèle économique qui est brisé et se détériore de plus en plus. La récession en Allemagne s'aggrave progressivement. Donc je pense qu'il faut, vous savez, aller au-delà de toute l'hyperbole et des discours, et comprendre cela davantage comme un cri de désespoir. Vous savez, il faut trouver quelque chose pour maintenir ce programme en place. Nous avons tellement misé sur l'Ukraine, investi tant d'argent. Et puis à cet égard, nous avons commis tant d'erreurs dans notre relation avec les États-Unis, avec la Chine, des erreurs économiques. Mais maintenant, l'Europe, nous sommes dans une situation terrible et il n'y a pas d'issue. Je pense que l'Europe s'est beaucoup appuyée sur cette idée issue de la guerre, qu'elle peut justifier la nécessité d'un cordon sanitaire afin que seuls les partis du centre soient autorisés à gagner en Europe. Je pense, oh non, non, non. Je veux dire, vous vous souvenez, Hitler est arrivé de cette manière et nous ne pouvons pas permettre que cela se reproduise. Nous devons tenir l'extrême droite à l'écart, ainsi que l'extrême gauche, et n'avoir que nous au centre. Mais vous savez, les jeunes Européens ne se souviennent pas de la fin de la guerre. Ce n'est plus quelque chose qui occupe vraiment leur esprit. Et vous savez, ils sont pas, eh bien, les Européens parlent de la conscription, de l'armée, ils en parlent ici. Mais il n'y a absolument aucun désir de voir, vous savez, un néomilitarisme. Culturellement, ils ne sont pas du tout dans cet état d'esprit. Je veux dire, il suffit de regarder l'Europe pour s'en rendre compte. Culturellement, ils ne sont tout simplement pas dans une mentalité militaire. Donc je pense que l'Europe essaye de trouver un moyen de se maintenir unie, de rassembler toutes les pièces. Mais nous ne devrions pas... Et je pense, vous savez, que c'est un problème que certains en Russie perçoivent, je crois, de la pire manière possible. Ils disent, mais l'Allemagne se réarme massivement, du moins en apparence. C'est ce qu'ils affirment. Avez-vous les statistiques? Moi non. Mais je pense qu'on parle d'une dépense d'environ 25 à 35 milliards. Les 700 milliards ne sont jamais vraiment matérialisés sous forme d'instruments de dette. Cela n'a tout simplement pas fonctionné. Et de toute façon, le Parlement n'aurait pas accepté de voter pour un tel endettement. Alors, avons-nous réellement une idée de la réalité de ce discours sur la remilitarisation? Je veux dire, nous partons déjà d'un niveau très bas. Regardez le Royaume-Uni ou la France, par exemple. Je veux dire, ce sont les bases mêmes qui ont disparu. Tout est cassé et absent. Combien d'hommes pourrions-nous rassembler? Eh bien, on m'a dit, par ces ONG spécialisées dans ce domaine, que l'Europe pourrait déployer peut-être 25 000 ou 35 000 hommes à la fois sur le front. Je veux dire, cela ne couvrirait qu'une infime partie d'une ligne de contact aussi vaste. Ce n'est pas, tu sais, une échelle sérieuse. Regarde combien d'hommes l'Amérique a dû mobiliser, près d'1,5 million pour l'Irak. Tu vois, ces chiffres sont à des années-lumière de ce que l'Europe peut faire. Donc je pense qu'il y a peut-être un peu d'exagération là-dedans. Mais malgré tout, nous devrions prendre cela avec une certaine inquiétude et le considérer sérieusement, car il pourrait encore faire quelque chose de stupide et déclencher une guerre avec la Russie. Même si ce n'est pas vraiment leur intention complète, parce qu'ils ne vont pas y parvenir, ils perdraient une guerre après en avoir déclenché une avec la Russie. Mais vous savez, ils veulent maintenir le récit. Ils veulent entretenir la peur.
Et donc, vous savez, toutes ces annonces, nous pourrions être en guerre cette année, nous pourrions être en guerre immédiatement. La Grande-Bretagne a mis en place un hôpital d'urgence et la France a fait ceci. Je veux dire, vous savez, cela rappelle le Covid, l'opération Peur. Différent dans ce cas parce qu'il s'agit de la Russie, mais le virus, c'est la Russie. Et la sorte de peur qu'elle suscite et la manière dont nous continuons à prendre des précautions est assez similaire. Nous appelions cela, si je me souviens bien au Royaume-Uni, la non-politique, ce qui est une façon polie de dire absurdité. Eh bien, il semble qu'à Moscou, certains pensent pouvoir tenir plus longtemps que l'Occident, d'une certaine manière. Oh, ils ne le peuvent pas. J'ai manqué le mot que tu as utilisé. As-tu dit qu'ils peuvent durer plus longtemps ou... Pas qu'ils le puissent. Eh bien, quand je dis tenir plus longtemps, je veux dire en termes d'avantages militaires allant dans leur sens. L'économie européenne s'enfonce. Mais aussi, comme vous l'avez suggéré, la stabilité politique, parce que vous avez mentionné le centre mettant en garde contre la gauche et la droite. Mais souvent, désormais, en Europe, on constate que nous avons plutôt un centre radical. Souvent, ce sont la gauche et la droite qui parlent de paix, tandis que c'est le centre qui parle essentiellement d'une guerre contre la Russie. Mais la politique occidentale semble de plus en plus déterminée à maintenir la guerre. L'ensemble du système politique semble devenir de plus en plus dysfonctionnel. Comme vous l'avez suggéré, lorsque le transfert du pouvoir politique à l'opposition est perçu comme dangereux, alors voter revient un peu à écrire une lettre au Père Noël. On ne va en réalité rien obtenir. Pensez-vous donc que la politique en Europe puisse devenir si dysfonctionnelle que le système commence à se fragmenter? Non pas jusqu'à l'effondrement des États, mais au point où l'OTAN ou l'UPROPAN ou quelque chose de genre pourrait commencer à se dissoudre. Oui, je le pense, parce que je crois qu'il existe une fracture structurelle, presque géologique dans le système. Nous parlons de l'économie européenne ou de l'économie américaine, mais c'est un abus de langage. Il n'y a pas une seule économie, il y en a deux. L'une s'est enrichie grâce à la financiarisation. Je l'appelle l'économie de la corne d'abondance, qui sert les 10% les plus aisés. On peut discuter pour savoir si c'est 20% ou 10%, peu importe. Mais il y a cette économie de la corne d'abondance, et puis il y a l'économie de la privation, celle qui a subi une attrition structurelle. Je veux dire, en termes d'emploi et de structure, c'est un domaine dans lequel ils sont devenus progressistes. C'est pas seulement l'IA, ça se produisait déjà de toute façon, mais peut-être que, vous savez, les entreprises utiliseront l'IA comme prétexte pour supprimer davantage d'emplois, non pas parce qu'elles vont réellement les remplacer par l'IA, mais simplement parce qu'elles veulent réduire leurs coûts face à la hausse des prix, des matières premières et tout le reste. Ainsi, deux économies structurellement séparées sont en train de se former. Et nous ne reviendrons pas en arrière. Ils l'espèrent peut-être en Europe. Ils pensent peut-être que nous pouvons revenir au bon vieux monde libéral qui a existé pendant 4 décennies. Mais c'est fini. Nous ne reviendrons pas en arrière. Personne ne peut gagner une véritable élection, plutôt qu'une élection truquée par le découpage électoral, ni en Amérique ni en Europe, sur un programme de retour à la mondialisation ou à la DEI. C'est terminé. De nouvelles forces sont en jeu. Les jeunes sont en colère. Ils n'ont pas d'argent. Ils ne peuvent pas vivre correctement. En Amérique, j'ai vu que l'âge moyen auquel les jeunes Américains peuvent acheter leur première maison est passé à 37 ans. Vous savez, c'est extrêmement significatif. C'est particulièrement important pour les femmes, sinon pour les hommes, car elles ne peuvent pas fonder une famille avant la quarantaine, si elles le peuvent.
Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses derrière tout cela. Donc quand vous me parlez de guerre et d'autres choses, je dirais que cela ne peut pas arriver parce qu'ils n'ont pas confiance dans la direction européenne. Je veux dire, je parle, si vous voulez, de l'économie de privation. Ils n'y font pas confiance, ils n'y croient pas. Ils n'aiment pas l'establishment. Ils ne vont pas faire la guerre pour cela. Pourquoi ferait-il la guerre? Pour l'autre économie, l'économie financiarisée, où le marché boursier, comme nous le savons tous, est manipulé. Si vous avez les bons contacts, vous pouvez obtenir de l'effet de levier, vous pouvez obtenir du crédit, vous pouvez acheter quand vous savez que les marchés vont monter, inévitablement, jour après jour après jour, parce que la Réserve fédérale les soutient artificiellement. Je veux dire, comment peut-on perdre de l'argent? On ne peut pas, en réalité. Donc tout cela est en quelque sorte manipulé. Et ensuite, il y a la vraie situation. Je pense que la direction de l'Europe, l'establishment, a perdu la compréhension de cette réalité. Ils pensent qu'ils pourront s'adosser à leur canapé et dire « Ah, voilà, tout redeviendra normal ». Vous savez, Trump pourrait perdre les élections de mi-mandat et alors tout reviendrait comme avant. Je les ai entendus dire ça, Seth Keys. Et vous savez, je pense simplement qu'ils sentent que c'est un peu trop poli. Mais ils vivent dans une sorte de bulle close du type « Qu'est-ce qui n'allait pas avec la technocratie? Qu'est-ce qui n'allait pas? » Eh bien, elle était dysfonctionnelle. Elle ne fonctionnait pas. Elle ne donnait pas aux gens ce dont ils avaient besoin, des emplois, un logement, une aide médicale. Toutes ces choses, la politique du quotidien, n'entrait pas dans leurs calculs des besoins techniques de l'avenir. C'est là, en réalité, le point essentiel. L'une des choses que les gens ont toujours reconnues par le passé, c'est que si vous voulez diriger les autres, vous devez leur montrer un peu d'attention. Mais s'il n'y a pas de confiance, ils n'iront pas se battre pour vous. Eh bien non, cela semble à peu près juste. L'idée qu'ils peuvent simplement attendre que Trump passe, comme ils l'ont fait lors de la première administration. Mais cela s'applique aussi à la Russie. L'idée que s'ils peuvent simplement prolonger la guerre un peu plus longtemps, alors la Russie pourrait s'effondrer, ou qu'il se passera quelque chose. Quelque chose viendra sauver la situation. Tout cela, comme vous l'avez dit, se réfugier dans l'espoir et l'imagination, conduit à un échec d'adaptation à ces nouvelles réalités, et en effet au nouveau monde. Comme vous l'avez décrit, la montée en puissance de la Chine arrive très rapidement. Mais juste pour une dernière question, très ouverte, je suppose, à quoi ressemble ce monde? Comment pensez-vous que les choses vont évoluer dans les années à venir? Parce que, si l'on part de l'hypothèse que nous perdons la guerre en Ukraine, que les Chinois semblent gagner la guerre économique contre les États-Unis, et que les nouvelles forces économiques sont en train de remodeler l'ancien système, qu'attendez-vous de voir? Eh bien, ce que je pense, c'est que, vous savez, la Chine a démontré très clairement dans deux domaines sa position. Tout d'abord, il y a eu cette parade militaire extraordinaire qui a eu lieu, je crois, pour le 80e anniversaire de la victoire sur le Japon, et qui a vraiment choqué de nombreux Américains et Européens. Je veux dire, c'était extraordinaire, non seulement par la précision absolue, mais aussi par les armes et toute la mise en scène. Cela a provoqué une vague d'inquiétude aux États-Unis. Et je pense que cela a eu un certain effet dans la mesure où le Pentagone dit maintenant, eh bien, peut-être que nous ne devrions pas envisager d'affronter militairement la Chine, car nous n'avons plus ce genre de capacité. Et je pense que l'autre aspect en réalité, c'est que même si vous écoutez Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, elle dit, oh, eh bien, vous savez, la Chine était totalement, vous savez, nous avons tout gagné.
totally, we won everything in it. That's not the impression. Ce n'est pas l'impression que le reste du monde a. Ils savent que la Chine détient le levier. Ils savent que la Chine a joué sa carte et obtenu ce qu'elle voulait. Elle ne domine pas seulement dans les terres rares. Elle y a un avantage absolu. Ce n'est pas seulement les matières premières, dont elle détient environ 70% de l'approvisionnement mondial, mais aussi une position importante dans les machines nécessaires à leur extraction, et une part encore plus grande dans le processus de raffinage, où elle contrôle environ 93% à l'échelle mondiale. Tout le monde peut donc voir que toute cette exagération hyperbolique vient de certains responsables. Cela a été particulièrement évident ces derniers jours, avec des affirmations selon lesquelles l'économie américaine se porte à merveille, qu'il n'y a pas d'inflation et que l'emploi est en croissance. Je veux dire, techniquement, ce n'est tout simplement pas vrai. Je ne suis pas tout à fait sûr. Je veux dire, je sais que le renforcement de la confiance est censé être quelque chose d'important, mais au final, cela peut être contre-productif. Et je pense qu'ils ont atteint le point où cela l'est probablement devenu. Donc la Chine va continuer dans cette position. Ce qui est évident cependant, c'est que, comme je l'ai dit plus tôt, le résultat des récentes élections et les perspectives pour les élections de mi-mandat signifient que la chose que Trump doit essayer de réparer, c'est l'économie. Les prix sont en baisse. Et vous savez, le fait qu'il ait été si proche d'Israël ne s'est pas révélé être un sujet porteur. Pas plus que, si vous voulez, le fait de dire à tout le monde qu'il a investi autant d'argent dans l'AI et que nous allons la dominer. Parce que la méga-base, l'IA, est essentiellement toute volonté et sinistre. Donc je veux dire, la seule chose qu'ils puissent faire, et c'est la même chose pour les Européens, bien que je ne sois pas sûr qu'ils le comprennent vraiment, c'est que les personnes qui gagneront les futures élections seront celles capables de convaincre les gens ordinaires, les travailleurs, la seconde moitié du spectre, comme je l'appelle, qu'ils ont un plan, qu'ils assureront le bien-être, les emplois, les soins de santé, les écoles, et tout cela pour eux. Tout le reste, promettre la mondialisation, promettre l'IA, promettre autre chose, je ne pense pas que cela fonctionnera. Ou dire à quel point ils sont proches d'Israël. Est-ce que cela convaincra Mika? Est-ce que cela convaincra les jeunes? Je ne le pense pas. Maintenant, l'Europe ne semble pas le comprendre. L'ordre, c'est l'Amérique. Et je veux simplement souligner que je ne dis pas qu'il perd ou qu'il va perdre les élections de mi-mandat. On ne peut jamais dire cela de Trump, car regardez combien de fois on a dit qu'il était fini, et il revient toujours. Mais malgré tout, je pense que c'est une vérité essentielle. Les seules personnes, démocrates ou républicaines, qui obtiendront réellement un mandat et remporteront les élections, seront celles qui sauront, de manière incroyable, j'insiste sur incroyable, convaincre les jeunes Américains, en particulier ceux âgés de 25 à 30 ans, qu'ils ont une solution à leur chômage, à leur incapacité à se loger, ainsi qu'à leur difficulté à payer les soins médicaux et autres besoins essentiels. Sans cette économie de base, je pense que cela va être très difficile. Et n'oublions pas que les démocrates ont eux aussi leurs populistes. Je veux dire, ce n'est pas seulement du côté républicain ou médiatique. De nombreux jeunes démocrates ont voté pour Trump lors de la dernière élection, précisément parce qu'ils pensaient qu'il allait ramener des emplois en Amérique. Et ils y croyaient. Et je pense que ce que nous avons vu cette semaine lors de l'élection reflète une certaine désillusion. Vous savez, les prix augmentent. Le niveau de vie de ces personnes devient critique. Toutes les grandes entreprises évoquent ce qu'elles appellent une crise de confiance des consommateurs à grande échelle. Chez les plus jeunes en particulier, les chaînes de restauration rapide signalent une baisse de fréquentation d'environ 40%.
supermarkets saying even the basic staples. Les supermarchés affirment que même les produits de base de la vie ne se vendent plus et restent sur les étagères. Les gens sont à bout, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont même plus les moyens, vous savez, d'acheter le manuel. Vous savez, c'est vraiment grave, ce que vous dites. Et puis quand on voit le graphique montrant les riches avec l'argent qui afflue et les offres d'emploi qui diminuent ainsi, on se rapproche de l'insurrection. Si vous ne pouvez pas changer la situation par la protestation, et que vos protestations sont simplement ignorées, si vous ne pouvez pas la changer par le vote, parce que vous devez choisir entre Tweedledum et Tweedledee, alors vers qui vous tournez-vous? Si vous êtes devenu sans importance pour votre propre système, eh bien c'est là que je pense que l'Europe et l'Amérique doivent se méfier. Cela devient de plus en plus volatile. Regardez la Grande-Bretagne, regardez la France, c'est un matériau explosif. Et la ligne de faille structurelle, si l'on peut dire, était extrêmement grave. On ne peut pas, vous savez, l'idée que cela puisse simplement être changé en une seule élection relève du vœu pieux. Il faudrait transformer toute la structure, s'éloigner du modèle fondé sur la dette et la consommation que nous avons depuis la guerre. Je veux dire, vous êtes économiste. Il faudrait au moins 2 décennies pour vraiment changer les choses. S'il y avait la volonté politique d'affronter les intérêts établis pour y parvenir. Parce que ces intérêts établis se battraient certainement bec et ongle contre tout changement de la structure économique qui leur profite si généreusement. Je pense que tous ces problèmes risquent de s'aggraver après la guerre, car une fois que cette distraction aura disparu, une grande partie de la classe politique que nous avons devra trouver des solutions aux problèmes qui couvent depuis longtemps. Oui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Et comme je l'ai dit au début, allez visiter Conflicts Forum sur Substack et consultez le lien dans la description. Donc, encore une fois, merci d'avoir pris le temps. Eh bien, merci pour l'invitation.